J'ai fait plein de boulot débile, mais le pire que j'ai fait, c'est emballer des papillotes. Alors je sais pas si tu vois ce que c'est que les papillotes, mais c'est des bonbons avec, enfin en général même des chocolats fourrés et qui sont offerts dans un petit paquet cadeau avec une blague à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Je n'ai pas étudié suffisamment dans leur singularité de ces projets. C'est plutôt la dimension fédératrice de l'initiative qui m'a plu. Et je dois dire aussi ce qui me plaît là-dedans, c'est le caractère contagieux. Parce que quelque part, tout le monde qui a eu un emploi rémunéré a eu envie de faire autre chose. Pas par méchanceté ni par militantisme, mais j'avais juste envie de vivre au lieu d'être soumis aux conditions dégradantes du travail. Je ne dis absolument pas que vous avez cherché à identifier une nouvelle classe ouvrière, par exemple. En tout cas, c'est une classe qui ne peut jamais s'unir en tant que telle, parce qu'il y a des individus qui constituent cette multitude, comme dirait Negri. Mais ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, dans le contexte social que nous vivons,
qu'il y a des initiatives de ce genre qui émergent, où un philosophe commence à parler des multitudes et où les gens vont au travail, mais cherchent à faire ce petit geste et donc d'appartenir à ces légions de travailleurs qui font autre chose au travail. Ce geste séditieux plus que subversif. We know that rapid globalization of our economy has increased the frequency and the spread of such incidents by generating a ripple effect which has exposed the fragility of our financial system, and it's becoming increasingly clear that the effects of the initial subprime crisis are spreading across other global markets. No one, it seems, is immune. And although the European Union held out against the economic woes on the other side of the Atlantic for much of last year, with the euro hitting unprecedented highs against the dollar, early indicators for this year show that growth is slowing and may be going into reverse. Certaines informations du temps, des appareils, une gang qui se regroupe puis qui se dit Chris, un est à banque, l'autre est au poste de pompier, l'autre est enseignant, l'autre est... Il y a du monde un peu partout, disons, dans cette gang-là. Ça pourrait être quoi l'aboutissement de l'aventure? On se dit, on se rencontre, on se met ensemble, puis... Le champ de l'art, malgré son discours qui se veut ouvert, novateur, transgressif, etc., est resté le même. Et je crois que c'est l'insatisfaction vis-à-vis des règles consensuelles. En fait, en réalité, c'est un principe très simple. C'est la routine. Vous constatez que vous êtes dans la routine, ou vous constatez que entrer dans un champ de l'art routinier n'amène pas très loin. Vous allez ailleurs, tout simplement. Est-ce que l'art peut avoir encore un certain potentiel critique? Bon, c'est un point d'interrogation, c'est pas forcément évident. Donc il y a un art critique. Moi je parle toujours d'art de résistance plus que d'art critique. Mais ce qui n'est pas la même chose, art de résistance et art critique. Bon, il faut y compris résister à l'art. L'art qui m'intéresse, c'est un art qui résiste aussi à la société, qui résiste à l'économie de production, comme
le cadre au travail, mais c'est aussi un art qui résiste à l'art. Une quête de la profondeur, et je dirais en ce sens une quête spirituelle, qui à mon avis se retrouve se constate comme un échec retentissant dans le cinéma de Hollywood. Donc la résistance, je crois que on peut voir ça aussi donc comme une étape d'autonomie et ensuite agir sur la base de cette autonomie, agir sur le système normé. Donc être résistant, je dirais que c'est pas suffisant, mais c'est une condition obligatoire. Donc la résistance, c'est pas pour libérer un territoire en pensant que il y a des lendemains qui chanteraient pour l'art ou pour autre chose, mais non, mais il y aura toujours à résister, y compris contre l'art. Mais donc c'est un combat sans fin, sans que le territoire soit jamais totalement libéré. Enfin, il peut pas l'être. Lui, son job, c'était, il transportait de musée à musée en fait des œuvres d'art, quoi. Plein de trucs, des peintures célèbres et tout ça, quoi. Et puis au milieu de la route, entre les deux musées, il s'arrêtait. Hop. Alors il s'arrêtait genre dans des chiottes de stations-service ou des parkings de routiers ou en plein milieu de l'autoroute, quoi. Il sortait les peintures, par exemple il sortait un Warhol, paf, et il le plantait au milieu de l'autoroute sur la bande d'arrêt d'urgence et il faisait une photo. Tac. Et puis après il remettait le tableau dans le camion et puis il repartait vers le musée pour le livrer, quoi. Voilà, il faisait ça il organisait son temps, il essayait de trouver un moyen de s'éclater dans ce boulot qui était juste chiant, quoi. Il sort le Chuck Close et puis il le fout à côté à côté du cerf mort et voilà, super photo, pas mal, complètement improbable. Il livre ses œuvres d'art au musée et personne n'en entend parler. Personne ne sait du tout ce qui s'est passé avec ces œuvres d'art et personne ne se doute une seule seconde que le mec les a sortis en plein milieu d'un trafic autoroutier. Heureusement pour lui, il n'est jamais arrivé de merde, quoi. Enfin, il y a ce type aussi qui est monteur pour les films docu, donc en fait il s'amusait à récupérer toutes les scènes qui étaient ratées, c'est-à-dire toutes les scènes mettons de sodomie où la meuf elle se chie dessus, où le mec il bande pas, où
où ça termine, le lubrifiant part en couille, elle s'étouffe avec le sperme. Enfin, vraiment toutes les scènes anti-sexe, anti-érotiques qui arrivaient sur le tournage, parce que c'était... Voilà quoi, les hommes, les femmes sont là comme des grosses machines, mais à un moment donné ça dérape, puis lui il s'amusait à prendre ces morceaux-là, et il a refait tout un film avec ces scènes de ratage, de non-érotisme, et voilà, il s'est amusé à faire ça. Comment tu t'expliques, toi, et puis peut-être tu le remets en question même, le succès de cette entreprise-là, c'est-à-dire dans le monde de l'art? Rennes accueille la première édition des Ateliers de Rennes, biennale d'art contemporain créée à l'initiative d'Art Norac. Grâce à cette action de mécénat, Bruno Caron, président du groupe agroalimentaire Norac, donne naissance à la seule biennale européenne qui traite de la relation entre l'art, l'entreprise et l'économie. Nous avons choisi l'art contemporain pour deux raisons. La première, pour intéresser le grand public à l'art contemporain, car c'est plus simple qu'il n'y paraît. Et la deuxième raison, c'est parce que les problématiques des artistes sont proches des problématiques des entreprises. Les artistes inventent de nouveaux concepts, créent de nouvelles œuvres, et les entreprises doivent aussi inventer de nouvelles formes d'action, de nouveaux produits. Donc la rencontre, c'est la création. Ça c'est une très longue histoire, et c'est ce que je veux dire quand je dis que le capital avec K majuscule s'impose et triomphe de manière spectaculaire et même inouïe partout. Et l'art n'est pas pour rien dans tout cela. Si on remonte aux avant-gardes les plus radicales, dans les premières décennies du XXe siècle, l'art avait pour ambition de surmonter les distinctions entre l'art, donc la culture d'élite, et la vie. Revendication extrêmement radicale, n'est-ce pas? C'était une manière d'appeler à une révolution sociale très profonde. Mais ce qui est vraiment terrible, c'est non pas que ce projet a échoué, mais plutôt qu'il a réussi de manière inattendue et de manière très perverse, dans une logique dystopique. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'art a pénétré tous les coins et recoins du vécu, et sous forme de culture de masse, très intéressée, de culture de l'industrie. Donc je pense que l'art est obligé, en quelque sorte, d'avoir l'honnêteté, la sincérité, de reconnaître sa co-responsabilité dans ce tournant dystopique de la société, dans ce qui nous est arrivé, et donc d'en tirer les conséquences. Et les conséquences pour moi, ce serait précisément de se retirer des cadres visibilisants, les cadres destinés à augmenter l'artisticité, le coefficient d'art, comme dirait Marcel Duchamp, et de trouver d'autres manières de se manifester. Ils étaient embauchés dans un truc de courrier de Père Noël. Les mecs, en fait, devaient recevoir les courriers des gamins qui leur demandaient des cadeaux pour Noël. Et eux, ils répondaient aux gamins en disant ouais, je sais pas, ta mère c'est une pute, va te faire foutre, t'auras pas tes cadeaux cette année, de toute façon t'es un sale gamin, et t'auras rien et tout ça. Et donc ils renvoyaient des lettres comme ça aux mômes, quoi. Et bon, ils n'ont jamais été retrouvés. Mais bon, eux, c'est pareil. Ils trouvaient des moyens de s'amuser, en fait, sur leur lieu de travail, quoi. Parce que c'était tellement des jobs débiles et mal payés qu'il fallait bien... alors, il y a un peu de vengeance là-dedans, quoi.
c'est aussi un peu se venger, quoi. Mais c'est presque des lieux de résistance, ou c'est presque des endroits que tu t'aménages de résistance, ou un truc dans ce genre-là. C'est intéressant de voir comment se compose finalement la pensée poétique, parce que c'est ça, c'est ce débat constant entre le carnaval et le carême, entre la frénésie, l'explosion, le déchiquetage, le monde morcelé, et d'un autre côté la rigueur, simplement c'est la rigueur qu'il faut par exemple pour lire une phrase. Alors à la fois la rigueur qu'il faut pour lire une phrase et l'éclat qu'il faut pour la lire à l'envers. Dans toutes les salles du musée, genre dans les toilettes, dans les salles de repos, dans les couloirs, machin, ils avaient placardé genre la fonction du musée, quoi. Et donc c'était genre un truc à la con, du style le musée des beaux-arts est là pour promouvoir, défendre la création à travers le temps, et pour mettre en avant les valeurs esthétiques et artistiques. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le même format de la pancarte, la même police d'écriture et tout. Et il a juste réécrit genre la fonction du musée, mais dans l'autre sens. Et donc ce qu'il a fait, c'est que il a un peu subverti ses collègues, et ils se sont mis d'accord pour remplacer les panonceaux dans le musée, quoi. Et au bout d'un moment, quoi, il y a quelqu'un qui a dû s'en rendre compte, quoi. Et mon pote Bob, alors, il est convoqué chez le directeur, quoi. Et donc il arrive dans le bureau du directeur et tout. Le mec se dit bah ouais, qu'est-ce que c'est que ce bordel, Bob? Et Bob il dit bah voilà, bon, on se faisait chier un peu, et puis il commence à expliquer au mec, à lui casser les couilles et tout avec son truc, ouais, les artworkers et tout ça. Le mec il le prend pour un barjot. Puis le gars il réfléchit un petit peu, quoi. Il dit bon bah puisque vous faites ce genre d'expérimentation, faites-le dans le cadre du musée, quoi. Par exemple, je pense que dans une certaine logique de subversion, l'idée c'était de nuire puis de fuir. Et donc ce que je cherche à décrire, et ce que je vois à l'œuvre au travail, c'est la logique inverse, c'est savoir moins en fuir, plus en nuire. Les membres de la section anarchiste acceptent n'importe quel travail ou n'importe quel contrat. C'est pour ça qu'on est là. Et s'affranchissent des contraintes reliées à celui-ci. The job market just got hotter. L'artiste qui travaille possède le monde. Alors ça, c'est notre ligne de conduite. Et puis,
On s'est dit, on va faire une performance sur le travail. Donc, on ne peut pas parler du travail sans parler des robots. Donc, on a décidé de faire des chansons de robots pour vous cet après-midi. Est-ce que c'est par une certaine satisfaction à réaliser tes interventions ou le plaisir que tu as à voir celles des autres, entendre parler de celles des autres? C'est ensemble parce que mes interventions, c'est aussi celles des autres. Je veux dire que lorsqu'un pseudonyme fait une intervention, c'est pas vraiment moi. Je sais pas comment ils font. Moi, la souffrance, je la refuse. J'ai pas envie de signer ce qu'on m'a imposé, c'est-à-dire que l'humain doit transpirer pour arriver à ses fins. Moi, j'ai pas envie de ça. Donc, comme je passe par une activité salariale, parce que je sais pas faire autrement, parce que je sais pas rester chez moi, être cartiste et vivre en situation précaire, j'ai besoin d'un minimum de revenus pour pouvoir vivre tranquillement. Donc, je me suis imposé quelque chose. Je veux le faire à peu près bien pour pas trop en chier, quoi. Comment veux-tu survivre si t'as pas de travail? T'es comme, tu deviens absolument personne. T'es pogné avec ta conscience 24 heures sur 24, là. T'essaies de te trouver un emploi, t'es stressé, t'as faim, t'as pas mangé, t'es sûr que ça va chier, fait qu'évidemment, tu passes une entrevue, ça chie. Ah, même ma boss sait pas trop qu'est-ce que je fais comme job, en fait. Ma job est tellement pas définie qu'il n'y a pas grand monde qui sait qu'est-ce que je fais. Ouvrir une autre dimension, à même un espace-temps qui est très délimité, là, qui est supposé d'être où on entend certaines choses, puis là, on peut finalement utiliser un espace-temps autrement. Le niveau auquel j'interviens dans un système économique me paraît plus efficace que de faire des manifestations avec des grands slogans, avec des grands placards, dans la mesure où je touche vraiment à la vie de quelques personnes, mais d'une façon assez intense. Et il y a le fameux truc évidemment de comment vous appelez ça, votre activateur, c'est quoi le terme, le détecteur d'invisible. Ça marche comment ce truc? C'est complètement piffon. Enfin, il suffit de placer la pile puis ça allume. Ça allume toujours? Ben ouais. Non, je sais pas. Ah ouais. Et je pensais que ça allumait des fois et que des fois ça allumait pas de façon aléatoire. Ça prend seulement la volonté de l'utilisateur. Sabotage, destruction, hijacking sont les formes d'art qu'affectionne ce collectif pour s'approprier la culture du travail. Ses membres se produisent eux-mêmes en utilisant ou détournant les moyens culturels et technologiques dont ils disposent dans leur entreprise, avec pour but de trouver une nouvelle motivation à faire des boulots à la con. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois comme histoire, c'est une histoire sur la manière dont finalement l'institution est capable de comprendre et de tenter d'intégrer sa contradiction, et en même temps, à la différence du discours un peu sur la critique institutionnelle classique, c'est quelque chose où l'institution finalement, elle finit par se nier elle-même, quoi. Et c'est pas du tout un processus genre de digestion, de neutralisation, d'anesthésie de la critique sociale, de la critique des conditions de travail, de la critique de l'institution muséale. Mais au contraire, c'est le musée qui accepte de reconnaître qu'il est un endroit d'ennui, et qu'il est un endroit d'emmerdement, et qu'il est un endroit d'oppression par le travail, et de pillage du temps et de la force de travail des gens, et simplement il le montre.
Ah, c'est un autre gars à Paris, je crois à Paris, et c'était un gars qui avait une fonction géniale. Alors son métier c'était destructeur de manuscrits. Donc il travaillait pour une maison d'édition, quoi, et donc évidemment les gars ils reçoivent des centaines de milliards de bouquins de merde chaque jour. Donc t'as les bouquins de cuisine, t'as les bouquins, les conseils pour les femmes enceintes, t'as les bouquins de genre de techniques de relaxation, les bouquins de la littérature, les romans porno, la BD à la con, n'importe quoi, tu vois. Ça peut être des bouquins d'histoire de l'art, enfin c'est tout et n'importe quoi. Et ensuite il a commencé à collecter les trucs, donc quand il voyait une page bizarre, au lieu de la détruire, il l'a conservée, quoi. Un peu comme une sorte d'herbier ou un truc comme ça. Et avec ça, il a fait une sorte de collection et il a essayé d'en faire un livre, quoi. C'est presque comme si tu demandais si la création elle vient pas nécessairement de l'ennui, parce que même ou de l'insatisfaction plutôt, parce que c'est Dubuffet qui disait ça, qui disait qu'on était on était artiste parce qu'on détestait ce que faisaient les autres artistes et qu'on avait marre de subir la même merde et le même ennui. Mais ça me fait penser à ces mecs du MIT qui ont inventé les jeux vidéo. Comme ça, on leur avait filé un programme informatique super compliqué pour faire les principes de retardement des bombes atomiques ou un truc comme ça. Et les gars ils se faisaient tellement chier dans leur bureau qu'ils ont essayé d'exploiter un peu le potentiel de la machine, ils ont créé un jeu vidéo à la con. C'est intéressant dans votre projet aussi, c'est le fait de redonner un tout autre sens à une notion en général extrêmement ambiguë et plutôt en général qui fait frémir ce qu'on appelle l'art de l'entreprise. Donc l'art de l'entreprise d'habitude c'est vu du patronat, et là c'est l'art de l'entreprise vu non plus d'en haut, mais à travers, au contraire vu d'en bas si je peux dire, vu de la part du travailleur. Et puis donc c'est intéressant, c'est vraiment de permettre de repenser complètement cette notion en général. C'est plutôt terrifiante de l'art d'entreprise. C'est une habile opération de marchand visant à laisser entrevoir l'existence d'un rapprochement possible et donc d'une réconciliation souhaitable entre l'art et ce qui devrait être pourtant son pire ennemi, le monde de l'entreprise. L'art ne crée pas de valeur, à moins qu'on appelle art tout autre chose que de l'art, quelque chose qui n'en a ni la puissance d'événementialité, ni la force d'irruption politique. À moins qu'on appelle art une série de sous-produits culturels qui seraient finalement à l'art ce que les sous-produits alimentaires du groupe Norac sont à la gastronomie. À moins encore qu'on abolisse la distinction philosophiquement décisive entre œuvres d'art et marchandises. En fait de rapprochement, c'est à un ennuyeux dialogue du monde de l'entreprise avec lui-même que nous convie cette biennale à 2,2 millions d'euros. Proposer des résidences en entreprise à des artistes pour qu'ils y élaborent un projet en s'intéressant à la vie de l'entreprise d'accueil dans un dialogue avec les salariés, c'est reconduire auprès de ces salariés la séparation entre auteur et spectateur, qui n'est elle-même que la transposition du rapport fondamental entre dirigeants et exécutants. Les ateliers de Rennes reproduisent ainsi la logique de la passivité, logique dont le monde de l'entreprise et plus généralement l'économie capitaliste ont résolument besoin pour se maintenir comme tels. Et certes, nous voulons que les frontières entre l'art, le travail, la politique et la vie vacillent. Mais encore faudrait-il que vacillent et s'évanouissent d'abord celles entre ceux qui décident et ceux qui exécutent. Loin de là, la Biennale s'efforce de désamorcer la charge explosive que représente tout art dégagé des contraintes du capital, en défendant devant les foules rennaises une vision impudemment édulcorée et aseptisée de ce que créer veut dire, créer de la valeur marchande.
reparle après, si vous le souhaitez. Par contre, oui. Enfin, moi, je pense que, voilà. On peut en reparler après, si vous le souhaitez, venez me voir. Oui. Comme ça. Bien, bonsoir. Donc, je crois que, évidemment, tous les débats et toutes les discussions sont possibles, c'est le propre de l'art. Mais en tout cas, Monsieur le Préfet, merci de me laisser dire quelques mots en votre nom, au nom évidemment de tous les acteurs culturels et on va dire ce mot simple, des gens de compétences qui essayent d'apporter cette compétence au service de l'art, et naturellement ceux qui travaillent à la DRAC, et ceux qui travaillent donc et qui essayent de faire que les artistes puissent réaliser leurs projets. Que sur le plan du travail, dans une société post-fordiste, je pense que l'intérêt c'est de détourner très légèrement, mais stratégiquement, le lieu de contestation entre le travail et le patronat, entre le capital et les forces vives du travail, à savoir que lors du XXe siècle, la confrontation a été frontale, mais en même temps, le travail a été régi par des lois définissant bien contractuellement les rapports entre le travail et le capital. Aujourd'hui, c'est avec le travail immatériel que les artistes avaient été les premiers à expérimenter, mais qui s'est généralisé à travers la société, où il n'y a plus de distinction contractuelle entre les loisirs et le travail, c'est-à-dire où on travaille tout le temps, mais jamais non plus. J'ai trouvé que c'était très intéressant au lieu d'aller au travail et saboter le travail, c'est-à-dire de jeter les sabots, comme faisaient les travailleurs lyonnais de manière emblématique à la fin du 19e, mais au lieu d'y aller pour saboter, d'y aller pour faire autre chose, tout en faisant ce qui est exigé par le patron. C'est-à-dire de ne rien faire qui pourrait mettre en péril l'emploi, donc de toucher encore un salaire, mais au lieu que ce travail reste le but principal, ça devient très accessoire. Il y a celui aussi qui était, il était figurant dans les films. Et là, c'est pareil, il avait pour la thune quoi, il était obligé de faire figurant assez régulièrement. Donc il n'avait pas beaucoup de temps en fait pour travailler sur ses propres films à lui quoi. Et donc comme ça lui prenait vachement de temps cette histoire de figurant là. Il s'est dit, mais pendant que je suis figurant, en fait, je vais faire mon film à moi, quoi. Donc, il s'est dit, dès que la caméra me filme, me dit, ouais, voilà, machin, tu passes devant le champ, tu fais le passant et tout ça, et ben, il se mettait à parler, quoi, mais sans son, quoi. Et genre, en fait, il prononçait une phrase, qui récupérait après en fait dans le film qui était projeté, enfin dans le film de production professionnelle quoi on va dire, il reprenait cette scène là et puis il remettait le son qu'il voulait dessus quoi. Et donc il a fait un film comme ça
en collant morceau par morceau qui venait de plusieurs films dans lesquels il avait joué en tant que figurant, quoi. C'est comme s'il se servait du matériel professionnel cinéma de la boîte de prod qui l'embauchait, quoi. Et évidemment, personne s'en est rendu compte, quoi. Qu'est-ce que évoluer en dehors des conventions de l'art, de la norme de l'art? C'est avoir une pratique artistique qui s'incarne autrement que sous forme d'objet d'art. Donc il faut voir l'objet dans son sens le plus large possible. Il y avait un gars qui travaillait dans un studio d'enregistrement. Bon, le gars il devait se taper, bon, un ingénieur de son, quoi, donc le gars il se tapait tout et n'importe quoi, parfois des trucs qu'il aimait bien et parfois de la grosse merde. Mais il avait ce matériel démentiel à sa disposition. Et le studio était situé dans une espèce de tour, juste genre à New York, un truc comme ça. Donc une espèce de tour d'affaires, une espèce de grand building avec des centaines de connards qui bossent pour des sociétés à la con. Et le gars, à ses heures creuses, au moment où le studio n'était pas utilisé ou machin, il a invité les gens à faire genre des exercices de... Comment on dirait ça? Pour se vider, quoi. Des sortes de purge mentale, purge émotionnelle. Et donc il enfermait les gens dans le studio, quoi. C'est des studios capitonnés, donc c'est complètement insonorisé, quoi, pour pouvoir bien capter le son. Et donc t'as vraiment l'impression d'être comme ça en dehors du monde, quoi. Et c'est comme si l'enfermement était une libération, parce que le fait d'être enfermé, le fait de pas pouvoir être vu de l'extérieur et tout, les gens ça les épanouit. C'est un peu comme le principe du graffiti pornographique dans les toilettes. Et donc là, les gars, ils venaient et ils leur filaient, et ça c'est vraiment l'acte pervers par excellence, quoi. Ils leur filaient genre une ramette de papier A4, c'est des trucs de photocopieuse. Et genre la plupart du temps, c'était des gens qui travaillaient dans les bureaux, qui passaient leur temps à faire des photocopies et tout. C'est vraiment l'acte pervers par excellence, tu vois. Tu prends l'outil qui définit même l'esclavagisation physique et mentale de ces gens. Et ils leur disaient de se lâcher, quoi. My name is Benita R. Williams. I am age 51 and I am a legal secretary. My frustration comes from my boss. My frustration and my annoyance at him when he asked me to do some of the most idiotic, some of the most stupidest things, some of the most simplest things that he can do. Each and every day, he comes to my desk and he says, Bonnie, could you put some paper in the printer? The printer is right there. All he has to do is reach up in the cabinet, get the paper, take the paper, and put it in the printer. But no, he has to ask me these most stupid and most idiotic things that he can do himself. Donc on sert à manger, on prépare à manger, on répare les montres, ou on écrit des manuscrits, mais en même temps on fait autre chose. Quelque chose qui est
le plus central à son devenir en tant qu'individu, en tant que personne, mais en utilisant le cadre fourni gracieusement donc par le patron, à son insu. Ils utilisent donc l'oreille comme médium via le monde de l'économie, notamment les entreprises. Donc on utilise l'inscription dans l'entreprise comme support de travail pour défricher, pour penser l'art. Il y a une autre action aussi qui est pas mal du tout, c'est un traducteur pour un magazine d'art, une revue française d'art. Et lui, en fait, il a réécrit mais en changeant tout le texte, c'est-à-dire en disant le contraire de ce qui était dit dans Par exemple, ce qui était nommé comme grand, il disait petit. Ou pour tout ce qui était blanc, il a écrit noir. Pour tout ce qui était beau, il a écrit laid. Pour tout ce qui était imposant, il a écrit ridicule. Il a vraiment, mais tout... c'est complètement disqualifié l'article, du coup. L'article a été publié tel quel, et personne s'en est rendu compte. Donc, c'est pour dire... Alors, je sais pas si je t'ai raconté aussi, le truc le plus débile qu'on m'ait raconté, c'est un type à Los Angeles, un chirurgien, qui est un spécialiste en liposuction, et qui roule en Mercedes-Benz noir. Bon, 4. Il est arrivé à fabriquer dans son garage un système pour transformer la graisse des cuisses en carburant. Donc en fait, il se promène à Los Angeles au volant de sa Mercedes grâce aux cuisses de ces dames.
d'une gestuelle de travail. Bon. Donc on a, dans tous ces cas, avec des stratégies un peu diverses, avec évidemment des protocoles plastiques extrêmement différents, me semble-t-il, des critiques fortes, des convergences entre monde de l'art et monde du travail, qui vont dans le sens, finalement, de faire tomber la frontière, mais faire tomber la frontière pour ramener le monde de l'art du côté, disons, d'un monde du travail. L'idée, c'est, derrière ça, c'est introduire un certain nombre de gestes qui dévalorisent les valeurs du monde de l'art pour les réintégrer à l'intérieur d'un monde du travail dont l'enjeu est de révéler les possibilités créatives, un enjeu qui peut être exprimé de manière politique ou de manière simplement artistique. Le parasite, c'est celui qui s'invite à table, à la table du maître. À la table du maître, il y a plein à manger. Mais le parasite ne peut jamais trop manger jusqu'à mettre en péril l'existence même du maître. Parce que c'est comme avec les poissons parasites, s'ils tuent le requin, eh bien, ils ne peuvent plus manger. Bah, ils bouffent le cadavre et puis c'est fini pour eux aussi. Donc ce n'est pas de la subversion. Hein. Mais en même temps, c'est très séditieux, parce que il crée un écosystème qui permet ou qui assure sa prospérité. Ça fonctionne toujours sur un principe métaphorique de ce que c'est que l'acte poétique, quoi. Donc de la même manière que la dyslexie c'est la poésie, de la même manière que le déchiquetage de matériel c'est de la poésie, le gueuloir c'est la poésie. Ainsi je suis promu, gardien de phare, mais sans bateau à l'horizon, capitaine d'un vaisseau qui ne bouge pas, d'un vaisseau fantôme en pierre. En fait, il ne se passe strictement rien. Et Artaud, lui, réunit un petit peu, finalement, toutes ces postures-là, quoi. C'est-à-dire la poésie comme gueuloir, comme lieu du hurlement, comme lieu du chuchotement aussi, comme lieu de l'impossibilité de parler. Et encore, on ne surveille guère longtemps, parce que lorsque la nuit tombe, les écrans, les caméras extérieures étant défectueuses, deviennent tout gris.
et on n'y voit rien. Et on ne sert à rien. Qu'est-ce qui sépare finalement la passivité? Qu'est-ce qui sépare l'aliénation fondamentale de ces gens de la pure posture créative, quoi? Bah, c'est une question de point de vue. Alors c'est encore, si on veut, une sorte de principe deleuzien, mais c'est ce que disait Beuys dans Bâtissons des cathédrales. Et genre à 5h du matin, j'entends un bordel dans la rue, mais un truc de dingue. Alors je me réveille, je commence à regarder par la fenêtre, et là je vois genre des éboueurs, des gars qui étaient en train de ramasser les poubelles dans la rue, quoi. Et les gars, ils fonctionnaient les uns par rapport aux autres, physiquement, dans la manière de ramasser les poubelles, de suivre le camion, d'accrocher les poubelles, ils fonctionnaient de manière chorégraphique, quoi. Et il dit, j'ai vu là une forme d'art tellement avancée qu'elle était d'un autre siècle.